Salut à tous, bienvenue dans mon podcast. Je vous propose que nous rentrions ici dans l'intimité des acteurs du tourisme régional et de leurs magnifiques régions et territoires. Découvrons leur histoire, leurs sites touristiques, leur fonctionnement, mais aussi les coulisses de leur activité, les anecdotes, voire même les détails croustillants, car il y en a. Bienvenue dans les voies du tourisme. Je vais pas te mentir, au début, on ne se payait pas. Quand vous reprenez, vous êtes jeune, vous avez quel âge à l'époque ? 24 ans. Vous avez 24 ans, vous reprenez la gestion d'un parc. Waouh, je t'écoute, je suis admiratif. Moi, j'ai commencé à me dire, écoute, je vais chercher à faire autre chose. Vous ressentez des changements Oui. sur le climat, vraiment au Conquille ? Ah oui. On paye pour faire des fouilles. Les entrées du Conquille couvrent à peine les frais. C'est un gros coût financier. Pour le coup, heureusement qu'on a ces 3 sites différents. Je vais peut-être pas tout dire parce que sinon, Tu dis ce que je vais tu veux. spoiler le... Bonjour Annabelle, Bonjour Frédéric. comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Donc on le disait à l'instant, sur un week-end de Pâques. On enregistre sur un week-end de Pâques magnifiquement ensoleillé, enfin. C'est ça fait du bien. Vous êtes ouvert là ou pas encore ? On est ouvert depuis mercredi, ouais. Ah, ça y est, les choses sérieuses commencent. C'est ça. Et fin prêt avec ses vacances qui commencent de suite. Le week-end s'annonce bien ou pas ? Oui, on a beaucoup de réservations. Ok. Par rapport à l'année dernière, donc ça s'annonce plutôt bien. Puis le temps est avec nous, donc Ouais, ça, c'est... voilà, j'espère qu'il y restera. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode 2 du podcast Les Voies du Tourisme. J'ai bien sûr plein de questions, autrement tu ne serais pas là. Je suis très heureux pour une raison déjà principale, c'est qu'avec toi on va voyager en vallée de la Vézère. La vallée de la Vézère, c'est pour moi l'un des plus beaux endroits du Périgord. C'est un endroit magique au niveau nature, avec la rivière qui coule, avec ses méandres, avec ses sites touristiques par dizaines, dont bien sûr le célébrissime Lascaux, des villes et villages magnifiques. Je crois qu'il y a Serjac, qui est un petit village que j'adore, qui est tout près de Saint-Léon-sur-Vézère. Et je crois qu'à Saint-Léon-sur-Vézère, il y a un site troglodytique dont on va parler. Donc Annabelle, je te propose de te présenter. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Annabelle Braun, donc je suis gérante et propriétaire du site du Conquille à Saint-Léon-sur-Vézère, mais aussi du parc aux dinosaures d'Ordogne et du Préhistobranche, qui est un acrobranche. Je suis mariée donc à Baptiste Braun, qui est également co-gérant et propriétaire avec moi. On a 2 enfants et voilà, ça fait maintenant presque 12 ans qu'on a le site entre les mains. J'ai regardé un petit peu, comme je le fais à chaque fois quand je prépare un épisode, votre histoire, mais je pense que, on va en parler tout à l'heure, ce qui serait très important dans un premier temps, c'est d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est un site troglodytique. Parce que c'est pas forcément, je pense, une évidence pour tout le monde. Non, c'est sûr, et je le dis souvent, c'est vrai qu'un château, ça parle à tout le monde, une grotte parle à tout le monde. Un site troglodytique, c'est quand même un peu plus complexe. Donc, ce sont des falaises qui ont été occupées par l'homme dès la préhistoire. On parle de 43 000 ans d'histoire sur un même lieu, puisque ces falaises ont quand même évolué à travers toutes les époques. Mais la grande particularité, ça a vraiment été au niveau du Moyen-Âge, où là, vraiment, on a façonné ces falaises, on en a fait des forts. Il y a vraiment tout un travail assez complexe et stratégique. Et ça a également évolué à cette période-là, puisqu'après, ça a servi peut-être plus pour de l'habitation, ou du moins tout ce qui va être culture paysanne, agricole. Oui, j'ai vu que les premiers hommes à la préhistoire utilisaient ces falaises pour s'orienter, notamment, d'ailleurs ils avaient tout compris à l'écologie à l'époque, hein, ils s'orientaient plein sud, comme tes confrères de la Madeleine également. Ouais. Il y a eu plusieurs utilisations au fil des millénaires et au fil des siècles et en fonction des événements. Bien sûr, puisqu'on a eu il y a eu aussi l'Antiquité, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une grosse période de l'histoire et elle est bien présente aussi sur nos sites. En plus de ça, à Saint-Léon-sur-Vézère, on a quand même un ancien temple romain. Donc voilà, les falaises ont forcément aussi servi à cette période-là. Après, c'est vrai qu'on parle surtout de ces falaises à l'époque des premières invasions, puisqu'il a fallu trouver quand même des moyens pour signaler l'arrivée des ennemis. Et c'est vrai que à l'époque, c'était un moyen qui était clé en main, j'ai envie de dire. On avait ces grandes falaises le long de la Vézère. On a une vue du coup assez lointaine, donc c'était parfait pour voir l'arrivée des ennemis. Et de part et d'autre de la Vézère, donc ont été rajoutées ce qu'on appelle des cabines de guetteurs. Donc on a façonné d'autres endroits sur ces falaises et donc par moyen de signaux en fait ça allait très très vite et du coup ça permettait de se mettre en place, de se protéger, voilà, de faire tout ce qu'il y avait à faire avant l'arrivée de ces fameux ennemis.
Et la Vézère était également une voie fluviale de transport de marchandises. Oui. C'était vraiment un commerce qui fonctionnait très très bien. D'ailleurs, on a au pied du Conquil une ancienne écluse. Alors qu'elle n'a pas forcément, c'est pas celle qui a servi le plus sur la vallée Vézère, mais on a pu quand même retrouver des écrits qui montrent que elle a servi notamment pour charger, par exemple, tout ce qui était le grain. Lorsque le Lardin ou Terrasson, donc village non loin de chez nous, n'avait pas assez de matière pour faire le pain, voilà, on savait que du coup était chargé sur l'écluse de Saint-Léon, donc celle vraiment au pied du Conquil, toutes ces marchandises et remonter la Vézère, parce que ça se fait aussi. C'est vrai qu'on parle de descendre, mais on pouvait également remonter pour du coup alimenter tous ces autres villages. Mais ça a également servi du coup dans l'autre sens pour tout ce qui va être le bois ou voilà, il y a tout ce qui est de la vigne, etc. Enfin, il y a plein de choses qui étaient commercialisées, oui, le long de la Vézère. On avait des péages aussi. Donc ça avait une utilisation multiple en fait. Bien sûr. J'ai vu également, en m'intéressant au sujet, que bien sûr il y a eu des périodes fortes d'utilisation des falaises. Alors j'ai entendu parler de la guerre de 100 ans, de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus récemment pour le coup. Oui, mais on parle aussi des premières invasions. On va parler 9e, 10e siècle. Où là, c'est pareil. C'était quand même une période assez chargée de ce côté-là. Je pense que c'était pas la bonne période, clairement, pour vivre. Mais c'est là où ils ont aussi mis en place des choses extraordinaires. Nous, sur le site, on a quand même une partie pour comprendre un peu, on en parlera certainement, mais on a lancé recherche archéologique, fouille archéologique et recherche historique, pardon. C'est vrai que moi, je m'y intéresse énormément parce que clairement, ça nous pique et on n'arrive plus à s'en sortir de cette recherche. Sur le fond du site, on a donc un ancien fort qui se nommait le fort des Chambres et il y a des parties assez techniques. Tu as une porte du coup qui est fortifiée, donc avec si je puis dire, d'anciens moyens pour la fermer. Donc, tu poussais la porte. Tu as la roche qui est découpée en hauteur sur les côtés. Donc, tu viens barrer. Du coup, ça vient de là l'expression, barrer une porte avec donc des rondins de bois. Ensuite, tu avais des sortes de sas qui permettaient de protéger, encore une fois, l'entrée des abris. Tu pouvais les attaquer de l'intérieur et donc du coup faire tomber l'ennemi sur le contrebas des falaises. Imaginons-nous la taille des falaises. Pont à bascule. Enfin voilà, c'est vraiment des systèmes très très ingénieux. Et effectivement, après les sites ont évolué de différentes manières et voilà, suivant d'autres périodes, c'était plus pour se réfugier et se cacher. Vous dites coffre-fort naturel. C'est un bon mot. C'est un endroit stratégique. Exactement. D'ailleurs, est-ce que tu peux là pareil pour nos auditeurs, parce que certains connaissent par cœur le Périgord en nous écoutant, mais pas tous. Le Conquil se situe géographiquement exactement à quel endroit ? Alors nous, on est à 10 minutes de Montignac-Lascaux. Donc non loin des grottes de Lascaux. On va être à peu près à 30 minutes de Sarlat et voilà, un petit peu plus de Périgueux, mais ça reste vraiment quand même un lieu qui est assez centralisé finalement. Si on prend les grandes villes, les Aisy, Sarlat, enfin on est quand même un peu au milieu de tout ça, donc c'est vrai que pour nos clients c'est aussi un confort parce qu'ils n'ont pas grande route à faire du coup pour venir nous voir suivant où ils se situent. On parle de la géolocalisation du Conquil. Le Conquil, c'est aussi et surtout à côté du magnifique village de Saint-Léon-sur-Vézère. Donc on est d'accord, il y a la rivière qui coule en bas de la falaise, falaise calcaire un peu blanche, ouais. Et juste en face, Saint-Léon, ses châteaux. Alors d'ailleurs, souvent, les clients se posent la question et nous pensent dans une autre commune, mais on fait partie de Saint-Léon-sur-Vézère. Mais effectivement, on est sur l'autre rive. Donc en face de nous, on découvre le château de Clérans, qui est le château de Saint-Léon, qui d'ailleurs a aussi une importance au niveau historique, puisque à l'époque, à partir du 15e, les terres du Conquil appartenaient au seigneur de Clérans. Donc voilà, 19e, on sait qu'on avait de la vigne sur le site. On avait un seigneur très engagé au niveau de l'agriculture moderne, donc il a fait des choses incroyables. Et ensuite, on retrouve le manoir de la Salle, on retrouve un village qui est quand même très beau, on va pas se mentir, avec des courets doux, on a plein de restaurateurs, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est un tout petit village, mais qui est très très riche.
C'est pas moi qui te dirais le contraire, c'est un de mes villages préférés en Dordogne. Des bons restaurants, comme tu le dis, des guinguettes au bord de l'eau, se promener dans les petites ruelles. Il y a même, je crois, un étoilé Michelin également, depuis quelque temps au Conquil. D'ailleurs, le Conquil, c'est le nom du lieu-dit, ça veut dire quelque chose, c'est une signification? Alors, le Conquil, c'est le nom de la falaise, mais effectivement, à la base, ça part d'une faute d'orthographe, puisque ça a été avant le Conquit. Conchil également, et du coup ça finit le Conquil. Intéressant, ok. Donc, site naturel, et site naturel aujourd'hui, en 2026, qui est devenu un site touristique. Là, il faut qu'on rentre dans le détail. Alors déjà, j'ai une question là qui me brûle les doigts. C'est Annabelle, qui es-tu? Tu as fait des études, parce que tu as l'air très férue en histoire. D'où viens-tu? Quelle est ta formation? Alors déjà, faut savoir que moi, j'ai des parents qui m'ont toujours fait découvrir plusieurs lieux. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que j'aime cette nature et notre patrimoine. Niveau des études, j'étais pas du tout partie pour aller dans le tourisme, puisque moi j'étais plutôt partie sur des études dans l'économie et le social. Rien à voir. Baptiste, pareil d'ailleurs. Lui, il était plus parti sur un côté technique, froid, voilà, rien à voir avec le tourisme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Baptiste a fait une première saison au Conquil, surtout à la partie accrobranche. Et il est revenu faire une deuxième saison. Et là, je lui avais dit, à cette époque-là, j'avais rien l'été. Je lui ai dit, écoute, s'ils ont besoin, à la limite, je viens et je fais une saison aussi. Et en fait, je suis jamais repartie. Je suis jamais repartie parce que ce lieu m'a complètement, je pense, envoûtée. Je me sentais bien. Il y avait plein de choses à faire. Et du coup, j'avais dit aux anciens propriétaires, gérant. Si un jour vous vendez, pensez à nous, ça nous intéresse et c'est vrai que j'adorerais pouvoir m'occuper d'un site comme celui-ci. Et bien, ça a fait son petit chemin et à la fin de la saison, ils m'ont dit, écoute, tu nous as proposé ça. Bon, c'est un couple d'un certain âge qui avait ce site avant, le monsieur avait des problèmes de santé, donc voilà, eux, ils voulaient passer à autre chose et ils nous ont proposé de racheter le site. Donc là, on est parti dans de longues démarches. Alors, avant d'arriver à cette étape-là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Vous êtes arrivé, vous, donc, sur le Conquil en tant que saisonnier. Ouais. C'est ça, employé saisonnier. Le site appartenait, si j'ai bien lu, à la famille Estardier. La propriété du site. Comment il a évolué au départ? Il a été découvert, il a été aménagé, il a été commercialisé, ouvert au public à quel moment? Alors, c'est un site qui a été ouvert en 96, la première fois au public, justement par la famille Estardier, propriétaire du site. C'est une famille qui avait aussi une boîte de travaux publics et la vie a fait que du coup ils ont dû laisser l'exploitation, j'ai envie de dire, du coup à quelqu'un d'autre, la gestion. Et c'est un site qui a énormément changé de gestionnaire. Ça a été du coup aussi son gros problème. À l'époque, on a eu aussi une franchise, c'était le Parc Rahan. Ah ok. Voilà, c'est là où l'acrobranche d'ailleurs est arrivée. Et du coup, c'est vrai que chacun a mis un peu sa patte, mais au détriment peut-être justement de ce côté historique. Et nous, quand on a repris, donc il y avait déjà un petit peu de ces trois univers, donc dont j'évoquais tout à l'heure, donc le Conquil, site troglodytique, côté historique, un petit peu d'acrobranche et quelques dinosaures, voilà, au milieu de tout ça. Donc nous, on est arrivés. Donc il a fallu vraiment jouer avec tout ça. J'avoue que quand on a commencé à faire le tour et se présenter finalement aux gens de camping, aux hôtels, aux autres sites, quand on a eu le retour de tout le monde, de vraiment la vision de ce parc, on s'est dit waouh, on a du boulot. On a du boulot. Ouais, parce que passer de saisonnier, alors saisonnier, ça veut dire qu'en gros vous donniez un coup de main l'été pour accueillir, je suppose, les touristes et leur faire visiter le site. Passer de saisonnier à, donc dans un premier temps, gérant au bout de quelques années, c'est pas du tout la même chose. Tu me parlais d'études économiques, là, pour le coup, ça peut être utile un petit peu. C'est ça. Alors déjà, moi, j'ai fait des saisons longues, en fait. Oui. Donc, j'étais un peu à la fin leur bras droit, si tu veux. Donc, j'avais quand même quelques responsabilités, mais c'est vrai que toute cette partie développement, etc., moi, j'y avais pas accès. C'était leur site à l'époque. Voilà, ils avaient leurs idées.
Bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que quand nous, on est arrivés, alors on avait déjà, nous, nos idées de développement, dont justement cette mission de faire revivre le site du Conquil qui était complètement inexistant. Il a été complètement écrasé par les autres domaines d'activité, si je puis dire, puisque l'acrobranche et les dinos, c'est complètement différent. Nous, on avait déjà nos idées, mais le fait d'avoir le regard des autres acteurs touristiques aux alentours, on s'est dit... On a quand même énormément de boulot et c'est là, c'est vraiment retrousser les manches. Donc, on a fait ça en plusieurs étapes. Déjà, on a essayé de tout remettre en ordre, en état, parce que on est que tous les deux finalement. Après, c'est du saisonnier, mais on va en reparler de ça d'ailleurs, de l'effectif de aujourd'hui. Ouais. Ensuite, plus tard, oui. Mais c'est vrai que toute la partie hivernale, etc. On n'est que tous les deux avec Baptiste, donc ça a été vraiment un gros travail. Et après, on s'est posé aussi les bonnes questions. C'est-à-dire que le fait d'avoir un milieu comme ça où tu te retrouves avec un site qui mélange plusieurs thèmes en fait qui sont pas forcément cohérentes, faut dire ce qui est, nous ça nous pénalisait quand même derrière. Donc quelques remarques. On travaille beaucoup avec la remarque du client. Pour nous, c'est important. C'est quand même leur regard qui nous fait aussi nous développer aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que on s'est dit il faut faire quelque chose. Donc j'ai dit à Baptiste, pour moi, il faut scinder les sites. C'est-à-dire que si on veut développer les sites à leur juste valeur, redonner vie aussi au site du Conquis, donc là on parle d'une partie historique et j'avais vraiment à cœur d'avoir ces fouilles archéo, je lui ai dit là maintenant il faut qu'on fasse quelque chose et on a pris cette décision. Oui, parce qu'en fait, au début, c'est l'impression qu'on peut avoir. On se dit, mais c'est quoi ce site où il y a un abri troglodytique avec un parcours de visite, des dinosaures dans la forêt pour les enfants, je caricature un peu volontairement, Non, mais un parc ça, acrobranche, ok, très bien, pourquoi pas. Ça aussi, on va en reparler, ça peut être un moyen d'attirer différentes typologies de clientèle ou d'âge de clientèle. Mais c'est vrai que au départ, ça paraît un peu confus comme message. Ça peut paraître un peu confus. C'est confus et compliqué parce que nous, du coup, on avait aussi ce rôle au niveau communication de montrer... aussi nos points forts justement par rapport à ces trois thématiques, mais c'était vraiment très très dur parce que comment parler d'une sans aller au détriment d'une autre, c'est vraiment un travail et je dois dire qu'on a pris, je pense, la meilleure décision en scindant les parcs. Au moins on les développe à leur juste valeur et aujourd'hui on va vraiment sur ce qu'on a envie de faire découvrir. Alors là aussi, avant de parler de ça, moi j'aimerais quand même qu'on revienne à ce moment où vous reprenez donc la gestion avant de devenir propriétaire, parce que oui. c'est deux époques différentes quand même. Oui, complètement. Quand vous reprenez, vous êtes jeune, vous avez quel âge à l'époque ? 24 ans. Bon, ok, super. Vous avez 24 ans, vous reprenez la gestion d'un parc. Waouh, bravo déjà. Moi je le dis en tant qu'entrepreneur. Là, c'est un magnifique exemple. Je voudrais qu'on s'attarde un peu là-dessus. C'est quoi les premiers problèmes que vous avez là au moment où vous reprenez la gestion d'un parc ? Parce que peut-être qu'il y a plein de choses qui arrivent que vous découvrez. Alors, clairement, il y a toujours plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et je pense que le premier critère et la première complexité, c'est la crédibilité. Parce que c'est vrai que quand tu reprends un site à 24 ans, tout le monde te dit ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, ça va pas tenir. Enfin, tu vois, on est encore dans cet état d'esprit-là que, oui, je peux comprendre. Après, voilà, on est des gens très dynamiques, je pense, et on n'aime pas se tourner les pouces. Et voilà, c'était aussi notre mission de montrer que, en fait, il n'y a pas d'âge. Faut savoir qu'un site comme le nôtre, c'est 18 hectares d'entretien, 3 sites confondus. Je pense que quand on est jeune, c'est pas plus mal aussi, tu vois. Oui, vous parce que voilà, faut quand même. Alors, je dis pas ça de façon à dénigrer qui que ce soit. C'est juste que je l'ai vu avec, par exemple, les anciens gérants. C'est compliqué. C'est un petit site qui demande à être développé et voilà aussi financièrement parlant. Si tu fais appel à des prestataires toute l'année pour venir t'aider, c'est pareil, c'est un coût financier énorme. Donc voilà. Donc c'était aussi notre mission de se dire on va se battre et on va leur montrer que même si on est jeune, finalement, il n'y a pas d'âge et tout le monde est capable de le faire. C'est quoi la principale qualité qu'il faut dans ces cas-là ? A posteriori, comme ça, tu te dirais, c'est quoi le principal atout qu'il faut avoir ?
Je pense l'organisation qui est très très importante, mais aussi avoir une vision globale. C'est-à-dire que faut pas avoir peur de regarder ce qui se passe à côté. Je veux dire, on a quand même très très gros sites à côté de nous. Moi, j'ai pas peur de regarder ce qu'ils font. Au contraire, je sais quand même, on va dire les locomotives du Périgord. Maintenant, je fais pas la même chose. Moi, j'aime bien avoir ma patte. J'aime bien justement faire quelque chose qui sorte de ce qu'on voit partout. Mais voilà, on s'inspire des autres, mais on fait quand même ce qui nous semble nous juste par rapport à notre milieu d'activité. Et voilà, ça c'est important. Alors, quand vous démarrez, vous avez bien sûr des problématiques financières. Oui. Ça se passe bien ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, quand je parlais tout à l'heure de l'âge, il a fallu aussi se battre pour montrer aux banques que voilà, c'est pas un projet qui allait tomber à l'eau dans 1 ou 2 ans. Donc effectivement, on a vu beaucoup de banques qui au début trouvaient ça super. On partait pas de zéro non plus, c'est une activité qui existait quand même déjà, donc il y avait quand même des chiffres à l'appui. Mais voilà, il a fallu quand même se battre dans le sens où tout le monde nous disait oui et à la fin ça revenait, tu sais la petite phrase c'est monté plus haut et du coup c'est pas possible. Donc vous êtes jeune, vous êtes sympathique, mais voilà, bon. donc grande déception à chaque fois. On est passé aussi devant des commissions. À l'époque, ça s'appelait Périgord Initiative. Je crois que ça a changé de nom, mais ça existe encore. Du coup, c'est pour aider justement les entrepreneurs, nouveaux entrepreneurs, à avoir des prêts à taux zéro aussi. Donc là, on est passé devant des commissions de 30 personnes. Je m'en rappelle, ça, je pense que ça m'a vraiment marqué. Tu vois, on était sur notre petit bureau d'écolier et tu as 30 personnes autour de toi donc qui t'interrogent. En fait, le but, c'est de voir aussi ton état d'esprit. Toujours à 24 ans, on est d'accord ? Toujours à 24 ans. De voir ton état d'esprit, voir voilà, si tu arrives à répondre aux questions, que ce soit pour le développement de ton entreprise, pour la gestion, voir aussi un peu comment tu imagines les choses à l'avenir. Et écoute, on est ressorti de tout ça vainqueur, si je puis dire, puisqu'on a décroché nos prêts quand même. Voilà, on a réussi à avoir des banques qui nous suivaient. Et puis là, on est parti dans cette folle histoire. Là, on est en quelle année ? On est en 2014. 2014, donc vous devenez donc gérant. Gérant, ouais. Du Conquil. Donc, il y a déjà, là, pour bien clarifier les choses, il y a déjà la partie troglodytique, je dirais, elle est originelle, elle y a toujours été. Il y a déjà, là, le parc aux dinosaures et l'acrobranche. Alors, tu as, alors pas comme ça actuellement, tu as déjà quelques plateformes d'acrobranche, ou petits jeux d'époque où, si tu veux, c'était des structures fixes, on va dire, en bois. Tu as quelques dinosaures, en résine, à l'époque, c'était fait comme ça. Voilà, avec quelques panneaux explicatifs. Mais voilà, on est arrivé avec ça dans les mains. Donc, il a fallu faire des choix aussi, parce que quand tu arrives, certes, tu as le prêt pour acheter ton fonds de commerce. Mais que fais-tu de l'argent ? Mais après, il faut, toi, gagner ton argent pour pouvoir développer aussi ton entreprise. Et voilà, donc on a commencé donc à se dire, voilà, on remet un peu en état tout ce qu'on peut mettre en état. Donc, on remet un gros coup de jeune à ces dinos qui étaient un peu vieillissants et des fois de couleurs un peu rigolotes. Et puis, l'acrobranche, c'est pareil. On s'est mis aussi dans des syndicats d'acrobranche, ce qui nous a permis aussi d'aller à des congrès, d'aller à des réunions, de vraiment avoir les normes. Parce que c'est important, c'est des facteurs qu'on ne doit pas négliger. Tu vois, les calculs pour les tyroliennes, mais aussi on travaille avec du vivant. Donc le but, c'est aussi de le laisser poursuivre sa continuité et de ne pas le détruire. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on a aussi appris comme ça, et au fur et à mesure, écoute, l'argent qu'on gagnait, on s'en servait surtout pour développer le parc. Je vais pas te mentir, au début, on ne se payait pas. Voilà, ça a duré... Ça dure combien de temps, ça, à peu près ? Sans rentrer dans les détails. Je dirais au moins 4 bonnes années, même si c'est pas plus, parce qu'après, c'était un salaire sur 2, c'était... Voilà. Il faut donc, dans les qualités, il faut aussi une belle résilience, quand même, mentale. Ah oui, oui, clairement. Sinon, on lâche tout et on arrête. Après, ça nous tenait à cœur de vraiment poursuivre, et aujourd'hui, on est content de l'avoir fait. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ? Oui, surtout pendant la période du Covid.
Oui. Cette période a été très dure. Pourquoi ? Parce que on était encore à une période où nous, financièrement parlant, c'était pas très stable au niveau de nous, nos rentrées d'argent. On est tous les deux dans le même bateau. Donc pas de revenus diversifiés ? Non, c'est ça. Du coup, je vais pas te mentir, on allait travailler à côté. Oui. Donc, on avait des bonnes journées. Après, c'est pareil, on est devenus parents. Donc, tu vois, t'as aussi cette double casquette et cette double pression. Où moi, j'ai commencé à me dire, écoute, je vais chercher à faire autre chose. Même si ça me faisait mal au cœur, au bout d'un moment, enfin voilà, t'as ces doutes et cette peur. Et puis, écoute, Baptiste a eu les mots. Je pense que voilà, on a pu reprendre le travail aussi. Et en fait, on a sorti les rames encore plus grandes, tu vois, et plus fortes, et on y est allé. Et je pense que ça nous a boosté finalement. Baptiste, on te salue. Hein, bravo. C'est ça. Merci d'avoir eu les mots. On va rentrer, on va remonter encore le fil de cette belle histoire. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire du Conquil depuis 3 ans. Depuis 3 ans. C'était un souhait, c'était une obligation, c'était une évolution logique ? Pour nous, c'était une évolution logique. On a été employé, on a été ensuite gérant. Le fait d'être propriétaire, c'est quand même une belle finalité, je trouve. Et aussi, je vais dire, c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, voilà, ça nous appartient. C'est-à-dire que t'es pas obligé de passer aussi et d'avoir l'aval d'une autre personne pour concrétiser tes projets. Je pense aux fouilles archéologiques, encore une fois, puisque forcément, tu fais de la fouille, il te faut quand même l'aval des propriétaires. S'ils avaient dit non, tu vois, on était bloqués à l'époque. Pour nous, c'est vraiment une belle évolution. Depuis 3 ans propriétaire, on va parler un petit peu maintenant de la façon dont fonctionne un site, alors un triple site. Oui. On va revenir sur l'aspect un peu marketing et commercialisation derrière ensuite, mais... Comment ça fonctionne à l'année ? Alors, par exemple, là, on est à Pâques. Donc, vous sortez de l'hiver. Oui. Vous faites quoi l'hiver ? Alors, l'hiver, on ne reste pas sur notre canapé, comme on a pu entendre. J'ai eu cette phrase une fois, ça m'a fait rire, où on m'a dit, mais c'est bien votre job, vous travaillez, tu vois, 6 mois dans l'année, et après, voilà, t'es tranquille, mais non, pas du tout. Comme je disais, on a quand même déjà 18 hectares à entretenir, c'est de la forêt, falaise. Ça demande un entretien monstre, en plus de ça. Vous êtes accompagné là-dessus ? Non, on fait tout nous-mêmes, donc aussi bien la falaise où on va mettre un baudrier et tout nettoyer, tailler les arbres, les sortir, en sachant que on est en Vallée-Vézère, comme tu disais, les terrains sont loin d'être plats, donc c'est un sacré boulot, mais voilà, ça c'est vraiment, je pense d'ailleurs, le plus gros boulot qu'on effectue, l'entretien. Et après, il y a toute la partie développement, commercialisation quelque part, puisqu'il y a toutes nos nouvelles offres. À laquelle vous réfléchissez peut-être un peu plus l'hiver, parce que vous avez plus le temps ? Oui, alors souvent on a une année d'avance, on va pas se mentir sur la réflexion. Alors moi, je suis quelqu'un qui a 10 000 idées. Je fatigue beaucoup Baptiste. mais ouais, on fait ça après. Oui, en hiver, vraiment, c'est là où on va... Bon, je dirais même à partir de septembre. Si tu veux, le gros de la saison est passé. On commence vraiment à travailler sur les projets de l'année à venir. Et l'hiver, on met le paquet. Le parc aux dinosaures, on fait beaucoup de jeux. Puisque moi, aujourd'hui, je cherche beaucoup ça, ce lien, si tu veux, entre les familles, etc., ce partage. Donc, c'est pareil, on fait tout nous-mêmes. Donc, j'adore faire ça. Donc, je crée le jeu et souvent, Baptiste, ensuite, me crée les supports et on les met en place. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses qui se font l'hiver et on met ça en place dès le printemps. Je t'écoute, je suis admiratif je comprends que tu montes les escaliers 4 à 4 sans ascenseur, parce que je pense que quand on est sur un baudrier, sur une falaise, c'est pas un petit immeuble de 4 étages qui fait peur. Donc, l'hiver, ok. L'été, à partir de Pâques, maintenant, là, justement, c'est intéressant parce que vous venez d'ouvrir. D'ailleurs, je pense que, j'ai en tous les cas l'impression que vous êtes très organisé, puisque tu peux te permettre de venir enregistrer un épisode de podcast et le site, je suppose, fonctionne pendant ce temps. Comment ça se passe là ? Vous embauchez des saisonniers à partir, je suppose, de cette période-là, peut-être un peu plus ensuite l'été. Explique-moi. Oui, on a là actuellement 2 saisonniers qui ont pris directement dès l'ouverture du site, donc 1er avril.
c'est pas un poisson, ils étaient bien là. Donc eux, c'est des saisonniers sur une période longue en fait. C'est ce que j'appelle les saisons longues, c'est-à-dire qu'ils sont là vraiment avec nous dès le 1er avril jusqu'à la Toussaint. Et ensuite, on va venir compléter l'équipe au fur et à mesure. Donc là, tu vois, on a embauché quelqu'un d'autre pour les vacances au niveau de l'acrobranche. Pour les vacances de Pâques. Ouais, pour les vacances de Pâques, parce qu'on a quand même plusieurs pôles et du coup, il faut être un petit peu partout. Et ensuite, en plein été, par contre, c'est là où on a le plus de saisonniers, puisqu'on est 12 au total. Donc là, à Pâques, vous êtes combien sur les vacances de Pâques ? On est 5 avec nous. Ça se passe comment, le recrutement ? C'est facile ? C'est pas facile. C'est pas facile, c'est un vrai sujet. Alors, on a la chance d'avoir quand même des saisonniers qui reviennent. Donc ça, c'est vraiment super, parce que c'est vrai qu'ils sont déjà formés. En plus, en général, c'est clairement des super éléments qui sont avec nous, donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'après, trouver, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire que tu vas en avoir qui vont vouloir travailler qu'un mois, parce que oui, l'été, on a envie aussi de profiter. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent complexifier les embauches aujourd'hui. C'est quoi les typologies de postes sur lesquels vous recrutez, les fiches de poste, c'est par exemple, parce qu'en plus on en a qui pourraient, on ne sait jamais, nous écouter. Tu peux éventuellement créer des vocations, on ne sait jamais. Hein. Bien sûr, mais j'espère. Oui. Alors on embauche des guides pour le Conquille. Mais là, j'avoue que ça fait 3 ans que j'ai les mêmes guides, donc oui, c'est là, il y a une chouette. fidélité. Okay. Ouais. Ensuite, on a des opérateurs acrobranches. Donc c'est eux qui vont venir équiper les gens, briefer et être là tout au long de leur parcours s'ils ont besoin d'aide ou même de motivation. Des fois, ils sont vraiment très présents et c'est très appréciable. On a aussi un snack, donc un point de restauration. Donc là, en général, on prend 2 personnes et on a aussi bien la boutique et l'accueil des sites. C'est vrai que ça doit être très compliqué parce qu'on est d'abord l'embauche, c'est le recrutement, ça c'est beaucoup, comme tu le dis, complexifié. Il y a plein de raisons à ça, je pense, économiquement notamment. Est-ce que vous avez des problématiques avec les gens qui viennent au Conquille, donc à Saint-Léon-sur-Vézère? Déjà, il faut les attirer à Saint-Léon-sur-Vézère. Ils se logent eux-mêmes. Vous les aidez, comment ça fonctionne? Parce que maintenant, ça devient très compliqué ce genre de problématique. Ça devient compliqué. Tu parles au niveau des employés. Hein. Oui. Surtout que Saint-Léon-sur-Vézère, c'est un village qui draine énormément de monde. Hein. Oui. C'est un des plus beaux villages de France. Enfin, ça en fait partie. Donc voilà. Mais c'est vrai que nous, en plus de ça, on est un petit peu cachés, puisque comme je disais tout à l'heure, on est sur l'autre rive. Donc c'est déjà se faire connaître nos offres. Et puis voilà, il y a ce problème de l'hébergement. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent des saisons. Alors ça a toujours existé, mais c'est vrai que c'est très important, je pense, de nos jours, hein, puisqu'il y a le côté économique dont tu évoquais. Donc voilà, un point où ils peuvent faire leur saison, mais aussi être logés et du coup diminuer leurs frais à côté, puisque c'est vrai que les saisons à la base, on les fait pour gagner de l'argent, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est aussi des choses auxquelles nous on réfléchit aujourd'hui. Donc on a une petite maison qu'on est en train de réhabiliter, etc., justement pour après en faire une petite maison pour les saisonniers et leur mettre à disposition. Donc cette année, je pense pas que ça soit possible, mais là, toute notre équipe est vraiment aux alentours. Donc là-dessus, j'ai pas trop de soucis, mais ça sera effectif pour l'année prochaine, ça c'est sûr. C'est plutôt des locaux, les saisonniers que vous avez, ou c'est vraiment des gens qui viennent de partout? Ça dépend. Tu vois, l'année dernière, j'en avais un qui bouge beaucoup. Donc lui, il avait un camping-car. Donc lui, pour le coup, il était logé, du coup. voilà, il était logé. Nous, on branchait son camping-car. Il avait accès, du coup, à tous les services dont il avait besoin. S'il avait besoin d'eau, etc., c'est pareil. À Saint-Léon, on a aussi un camping municipal avec des commodités où on peut acheter, tu vois, aussi. Donc on le fait aussi pour nos saisonniers. Enfin voilà, on essaie vraiment de faire en sorte aujourd'hui que nos saisonniers aient des journées aussi pas trop chargées, parce que c'est ce qu'ils recherchent aussi. Ils veulent travailler, mais aussi profiter, ce que je peux entendre. Donc on essaie de prendre tous ces critères en compte et de leur favoriser une belle saison où voilà, ils vont pouvoir travailler, gagner de l'argent, mais aussi profiter de tout ce qui se passe chez nous. Avez-vous des critères de recrutement, par exemple,
parler une langue étrangère ou pour les saisonniers, est-ce que c'est quelque chose d'important ou d'autres critères auxquels je ne pense pas? C'est mieux, mais je me focalise pas là-dessus non plus. On est quand même, comme je te disais, 12, donc voilà, s'il y en a un qui parle pas anglais, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Je veux dire, on est plusieurs, on arrive très bien à se débrouiller. Non, moi, ce que je demande, c'est d'avoir une équipe déjà dynamique et accessible. Pour moi, c'est important. Et accueillante. Ouais, et accueillante. Autant Ça, c'est possible. indéniable. Indéniable. Non, c'est sûr. Surtout quand nous, on est dans un esprit, si tu veux, très familial. C'est vraiment très, très important pour moi. Donc, voilà, j'aime que mes clients arrivent et, tu vois, ils se sentent bien. Donc, ils sont bien accueillis. On prend le temps, on va discuter avec eux. Tu vois, s'ils ont envie d'échanger, on est là. Tu vois, il y a cette proximité. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et avec mes employés, c'est pareil. On a donc un site Troglo, un parc Acrobranche et un parc aux dinosaures. On a 3 sites. Le site Troglo, on commence par celui-ci. Comment ça se passe ? Il y a un parcours, je crois, d'un peu plus d'1 kilomètre. Oui. Est-ce que tu peux en dire juste un petit peu plus pour nos auditeurs sur la façon dont se visite ce site troglodytique ? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, il y a la façon libre, j'ai envie de dire, où on a mis en place des audioguides. Audioguides qui, en plus, se téléchargent automatiquement sur le téléphone du client et se met automatiquement à la langue du client. Ça, je trouve ça super, surtout pour des clients étrangers. Donc, ça permet d'accéder du coup au site à leur rythme, en écoutant les infos et toutes les explications, parce que comme on disait tout à l'heure, tu pars pas comme ça sur un site Troglo sans avoir un minimum d'explications, c'est très compliqué. Après, on a aussi des visites guidées. Là, clairement, pour moi, c'est un vrai plus. J'appelle les gens à prendre plus cette formule-là, dans le sens où déjà, tu as le contact humain. Tu as toujours des petites anecdotes, d'autres petites histoires que je peux pas me permettre de mettre sur l'audio-guide, parce qu'après, tu surcharges trop, du coup, en info, et c'est beaucoup moins agréable. En plus, on propose une petite animation en plus, sans supplément, donc ça aussi, c'est sympa. Et ensuite, alors, nous, avec Baptiste, on se promène aussi de temps en temps, et je dirais même souvent pour checker à droite à gauche sur le site. Il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec les clients et qu'on parte en visite guidée avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? On parle beaucoup, je crois, donc on aime ça, et du coup on prend le temps. Et ensuite, je pense à une autre formule, puisqu'on fait des formules aussi en nocturne. On en a créé une l'année dernière qui s'appelle les apéros Troglo. C'est aussi une formule qui me tient à cœur, parce que là, c'est juste Baptiste et moi et nos clients. Et donc là, c'est, j'ai envie de dire, nos filtres, tu vois. Ils peuvent se permettre de nous poser des questions vraiment comme tu es en train de le faire, où on parle vraiment de nous, comment on est arrivé là, etc. On va reparler de ta créativité qui est exceptionnelle. Là, moi, j'ai regardé avant qu'on se rencontre aujourd'hui, tout ce que vous préparez pour l'été, c'est incroyable. À chaque jour, une surprise quasiment. Vous deux, l'hiver, tu m'as dit, vous élaguez, vous faites du baudrier, etc. L'été, vous avez une équipe, et vous intervenez comment dans cette équipe ? Vous juste en encadrement, ou vous faites un petit peu tout, comme nous disait Quentin l'autre jour, le matin je suis à la boulangerie, l'après-midi je suis à l'accueil des clients, et puis... Pareil, on est multicasquette, j'ai envie de dire. Tu nous retrouveras partout, on peut être au snack, on peut être à la boutique, on peut être à l'accueil, on peut être sur la visite, et puis comme je te disais, partir en visite guidée avec les clients, ou sur l'accro, plus pour Baptiste là. Mais donc on venait partout, ouais. Donc le parc Troglo, l'Acrobranche, on parle duquel en premier si tu veux, l'Acrobranche ou le parc aux dinosaures dans la logique ? Alors on va dire l'Acrobranche, comme il est entre deux. L'Acrobranche, alors un Acrobranche, là pour le coup, je pense que tout le monde sait un petit peu ce que c'est qu'un Acrobranche. Est-ce que le vôtre a des particularités que n'auraient pas éventuellement les autres ? Moi je dirais le cadre. Oui. Le cadre qui est juste exceptionnel. Tu as une tyrolienne de 200 mètres où en fond, tu as le magnifique château de Cléran. Oui. Tu as un gouffre de 13 mètres de profondeur. Tu passes au-dessus parce qu'on a fait exprès justement parce que les parcours passent au-dessus de ce gouffre. Il y a des vestiges aussi de bâtiments. Tu as aussi l'arrivée d'un parcours en face du pigeonnier troglodytique. Voilà, tout ça aussi en bord de Vézère, en forêt, enfin... Je pense que le cadre, c'est... Cadre idyllique. Ouais, un gros point. Alors ensuite, le parc aux dinosaures. Alors le parc aux dinosaures, il me parle un peu plus puisque je m'étais baladé lors des fois où on s'était rencontrés sur place. Le parc aux dinosaures, c'est quoi ?
C'est un parc à thème, donc on va y découvrir une 50aine d'espèces de dinosaures et animaux préhistoriques, avec toute l'explication qui va avec, c'est-à-dire toute la chronologie dans le temps. On a fait en sorte, en plus, de la réduire. En fait, on a mis sur une échelle d'1 an, parce qu'on va pas se mentir, millions, milliards d'années, ça parle à personne. Donc on s'est dit, voilà, on met tout ça sur l'échelle d'1 an, on parle de jours, on parle de mois, on parle d'heures. Voilà, jusqu'à l'arrivée des premiers hommes. Voilà, tu découvres tout ça, donc une balade en forêt, pareil, donc même par forte chaleur, j'avoue, on est bien. Et ensuite, on a vraiment voulu axer aussi sur un côté ludique. Donc, on a emmené pas mal de jeux. Tu vas avoir des jeux gonflables, des mini-cartes, tir à l'arbalète, un espace de fouilles paléontologiques. Voilà, plein d'espaces. On a mis aussi un endroit avec petite tyrolienne, etc. Et du coup, les jeux d'énigmes qui viennent en plus agrémenter la visite. Du coup, c'est vraiment un lieu où on découvre mais on partage. Ça, pour moi, c'était vraiment un objectif. Les dinosaures, ils sont en taille réelle ou Alors, ils le sont pas tous, parce qu'il y en a, je vais pas te mentir, les amener au milieu de la forêt, ça serait impossible. mais on en a beaucoup, oui, à taille réelle. Et maintenant, on essaie, en fait, à chaque fois de prendre à taille réelle. Combien de dinosaures On en a une 50aine aujourd'hui. Une 50aine. Ouais. Okay. Et sachant que c'est pareil, on va dans le côté immersif, puisqu'on a aussi du son tout le long de la visite, vraiment pour être en immersion. Et ces dinosaures dont on parle bougent. Donc on a vraiment l'impression d'avoir des vrais dinosaures devant nous. Ils sont animés, oui. Ils sont animés, oui. Donc 3 parcs, oui. 3 ciblages de clientèle, parce que je pense que vous n'avez pas forcément les mêmes clients. Ça m'intéresse beaucoup. Ça, comment ça fonctionne? Parce que on a commencé cet entretien en disant que le message au départ était brouillé, que c'était compliqué. Le Conquille, bon, ok, c'est un parc aux dinosaures, c'est un acrobranche, enfin c'est un petit peu tout. C'est ça. Aujourd'hui, comment vous arrivez à clarifier tout ça? Les typologies de clientèle, est-ce qu'un parc apporte à l'autre? Est-ce que les gens ont des tickets, etc. Bon, vas-y, réponds-moi à tout ça. Alors, c'est plein de questions en une, excuse-moi, mais là, il y a plein de choses qui se bousculent. Aujourd'hui, notre communication est vraiment différente pour les 3 sites. C'est-à-dire que chaque site a sa propre communication, sa propre entrée, son propre billet. Donc voilà, si quelqu'un veut juste faire le site Troglo, le Conquille, il fait juste ça. S'il veut faire 2 parcs, on a des billets jumelés, voilà, avec des tarifs préférentiels. Mais du coup, ça nous permet, nous, en ayant tout scindé et communication également, d'amener les bons messages. C'est-à-dire que c'est vrai que le parc aux dinosaures, tu vas avoir un parc très familial. Tu vois, axé sur les enfants, je dirais 3-10 ans. L'acrobranche, là, tu vas être sur des gens sportifs ou du moins qui aiment le loisir, voilà, qui n'ont pas peur de la hauteur. Un peu les émotions. C'est ça. Mais accessible, pareil, à partir de 3 ans. Et ensuite, tu as le Conquille où tu vas avoir les amoureux du patrimoine, voilà, des couples, des personnes d'un certain âge, mais aussi quand même les familles. Ça, c'est notre mission aussi, que tout le monde aime le patrimoine, le faire découvrir autrement. Et du coup, le fait d'avoir 3 sites vraiment distincts, mais sur un même domaine, c'est super parce que tu vas avoir, je pense, là c'est les vacances de Pâques, il y a beaucoup de grands-parents qui vont garder les petits-enfants pendant ces vacances-là. C'est un bon compromis, c'est-à-dire que je t'emmène voir les dinosaures parce que t'adores ça, et puis hop, après on fait une petite visite, on va visiter du coup le Conquille et ses falaises. Donc tu vois, tout le monde y trouve en fait son intérêt, et c'est ça qui est chouette. Vous avez les scolaires aussi? Oui. On a les scolaires, les centres de loisirs ou autres établissements. Et on fait aussi du team building. Le gros de la saison commence quand? Début juillet? Non, peut-être même plus tard? Alors aujourd'hui, oui. Comment ça fonctionne maintenant? Maintenant, c'est vraiment 1 mois. C'est vrai qu'avant, c'était juillet-août. Ça, c'est fini. Moi, j'ai connu vraiment ces saisons où tu commençais dès le début. Non, maintenant, on va dire que c'est mi-juillet. Jusqu'au 20 août à peu près. D'accord. Voilà. Ok. C'est quoi les tarifs du Conquille alors? Enfin du Conquille, donc des 3 parcs. Alors chaque site a son tarif. L'acrobranche par exemple, ça va de 10 à 22 €. Ça va dépendre si tu veux, si t'es un adulte, si t'es un enfant, la taille, etc. Enfin il y a plein de choses qui viennent pour répondre à cette question. Le dino, on va être sur du 7,90 à 10,90.
Okay. Et la partie du Conquil, on n'ira pas au-delà des 8,90 €. Ça, c'est aussi un choix. On a voulu garder du prix accessible. Déjà parce que nous, on est un petit site et il faut aussi que, tu vois, on arrive à se montrer et à se démarquer. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, le côté financier, c'est vraiment compliqué pour tout le monde. J'ai entendu du coup on parlait tout à l'heure de ton autre podcast que tu as fait avec Quentin. Il expliquait que ses clients revenaient en parlant que des fois, 80 € pour 4 personnes. C'est complètement ça. Je me mets complètement à la place de nos clients. Quand tu as une famille de 4, ça va très très vite. Bien sûr. Donc, on veut pas avoir des tarifs trop élevés. Le but, c'est quand même d'accéder au tourisme, d'accéder à cette visite, à cette part de loisir, sans non plus se saigner, clairement, tu vois. Le problème, c'est qu'une famille de touristes qui est installée dans un magnifique camping, par exemple, en Vallée-Vézère, et Dieu sait s'il y en a des magnifiques, elle est obligée aujourd'hui de faire des choix de visite. Et c'est très compliqué, parce que des sites, on a commencé l'entretien comme ça, en Vallée-Vézère, il y en a beaucoup. Beaucoup, ouais. Donc déjà, j'ai déjà une question, comment arrivez-vous à vous différencier de vos confrères? Parce qu'en plus, il y a des sites troglodytiques également concurrents. Comment vous faites au niveau communication pour vous différencier? Alors, c'est pas simple parce que, oui, en effet, il y a beaucoup de sites et il faut être partout, il faut être visible partout. Donc, ça va être encore le système de dépliant, on va être sur le guide du Périgord, on va être sur Internet, sur les réseaux, l'affichage bord de route. Enfin, la communication est très, très, très large. Le but étant vraiment de se faire connaître. Après, il y a d'autres moyens au niveau de la communication aussi payante. Je parlais des réseaux. Enfin voilà, il y a d'autres aussi moyens de mettre en avant nos sites et de cibler les clientèles. Mais c'est vrai que c'est un très très gros travail parce que si on fait pas ce qu'il faut, t'es noyé dans la masse et clairement t'as tous ces gros sites qui prennent la main de suite et qui en gros te camouflent aussi. Donc à nous de faire ce qu'il faut. Et je pense aussi le fait de créer de nouvelles expériences que tu vois pas ailleurs. Les dépliants, ça fonctionne toujours? Ça fonctionne toujours. Oui. Ouais. Je pense que ça restera une base moins qu'autrefois, mais... Et on nous demande, tu vois, nous on le met en version numérique aussi. Y en a qui nous envoient des mails en nous demandant est-ce que vous pouvez nous envoyer le dépliant papier? On vient faire un séjour chez vous. Moi, je pense que les gens aiment bien encore cet aspect papier à avoir entre les mains. Alors tout à l'heure, tu disais que tu avais une idée à la minute et que ton mari avait du mal à suivre parfois. Effectivement, moi, quand je regarde un petit peu vos animations, enfin, il y a vraiment les apéros troglodytiques, les rencontres archéologiques. Je crois avoir vu, je ne sais pas si je me trompe, des visites avec du village également de Saint-Léon. Dis-moi, là, par exemple, en été, vous proposez tous les jours une animation ? Non, on a 3 animations en nocturne, lundi, mardi et mercredi. Donc le lundi, c'est les apéros troglo. Le mardi, ça va être les animaux dans les rituels magiques. Et le mercredi, et ça c'est notre grosse nouveauté, c'est une visite du site du Conquil, mais en version immersive. C'est-à-dire qu'on replonge au XVe siècle. Et donc on va avoir des acteurs sur le site qui vont refaire vivre le site. Alors j'ai vu aussi que vous aviez pas mal de labels. Un label également pour l'accueil des chiens, j'ai vu. Alors, dis-moi un peu plus là-dessus. Vous aimez les animaux. C'est ça, c'est important pour nous de mettre en avant qu'on les acceptait avec grand plaisir. Donc effectivement, on est labellisé, on est dog friendly. Dog friendly, c'est ça, hein, c'est ça. Voilà, du coup, on en reçoit beaucoup. On a beaucoup de clients avec des chiens, mais aussi des chats. Et on a aussi eu des cochons d'Inde. Donc voilà, on accepte tous les animaux avec grand plaisir. Parfait, c'est le moment de te poser la question. Est-ce que dans une saison,
il y a des anecdotes croustillantes à nous raconter, des choses, soit des choses qui partent en vrille, des clients bizarres. Est-ce que vous avez des choses drôles à ce niveau-là? Drôle, alors là, comme ça... Enfin, drôle. Ou moins drôle, d'ailleurs. Ouais, non. Là, tu vois, par exemple, l'aspect des cochons d'Inde. Bon, tu t'imagines pas avoir ça un jour. Mais en même temps, je trouve ça super, tu vois. C'est pas dire que c'est que drôle. Je trouve ça chouette de se dire que t'as, du coup, d'autres façons de voir les choses avec tes animaux, et dont les rongeurs. On a aussi les oiseaux. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Non, après, il y a de tout, tu vois. L'acrobranche, on a mamie de 84 ans qui a fait de l'acrobranche, tu vois. Mais ouais. Donc, non, c'est chouette. C'est incroyable. C'est chouette. L'apéro Troglo, c'est quoi? J'ai envie que tu me parles de l'apéro Troglo. Moi, alors ça, c'est mon côté gourmand, je pense. Chouette moment. C'est quoi l'apéro Troglo? Vas-y, raconte. Alors, c'est une expérience... alors déjà, on ferme les portes du site, c'est-à-dire que c'est un moment privilégié. On a un petit groupe de 25 personnes max, où on fait, Baptiste et moi, la visite guidée du site. Donc là, on explique le site, donc son histoire, mais aussi notre histoire, comme je suis en train de le faire. On parcourt tout le site, et en fait, quand on revient à un certain endroit, je vais peut-être pas tout dire parce que sinon, tu dis ce que je vais spoiler le. Voilà, on a une belle surprise, on découvre des belles tables dressées dans ce joli cadre où tu as des planches apéro que je fais moi-même. Également, avec des produits locaux et de proximité, parce que ça me tient à cœur de travailler avec des personnes du coin. Bien sûr. Surtout qu'on a ce qu'il faut en produits locaux quand même en Dordogne. Ça serait dommage. Ça. Donc j'essaie de faire quand même un lien avec le côté historique. Tu vois, par exemple, je pense à la truite. Tu vas pas avoir du saumon sur ta planche, tu vas avoir de la truite parce qu'on a quand même la Vézère juste à côté. Enfin voilà, il y a quand même une réflexion aussi de ce côté-là. Et ensuite, voilà, on partage un moment autour de cette planche apéro. On déguste également des produits tels que les vins du coin ou le gin de l'Or. On a un partenariat avec eux. Donc distillerie qui se trouve à Montignac aussi. Oui. Et j'essaie aussi de prendre des produits du site, issus du site, et de les faire découvrir. Alors c'est-à-dire donc ça évolue au fur et à mesure des saisons, c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'au tout début tu vas avoir du sureau, donc je vais faire mon sirop de sureau, tu vas le retrouver dans ton gin. L'ortie que tout le monde déteste, et par exemple moi je vais te faire des petites choses avec l'ortie, par exemple du pesto ou des choses comme ça. On a de la truffe d'été, tu vas retrouver de la truffe d'été sur tes planches. Et donc ça, en fait, c'est évolutif. Alors, j'allais te parler d'environnement, mais là, tu me spoil complètement le truc. C'est là, on n'est pas dans du circuit court, on est dans du circuit super court. C'est ça. C'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Mais moi, tu vois, ce que tu dis là, je trouve ça incroyable, parce que c'est vraiment le Périgord au sens propre du terme, avec son terroir et l'exploitation de son terroir. C'est une sorte, en fait, l'apéro Troglo d'expérience un peu, excuse-moi l'expression, VIP. C'est-à-dire, on réserve sur une visite un peu privatisée quelque part, avec les propriétaires. Voilà, et on passe toute la soirée ensemble, exactement. Ouais, c'est super ça. C'est Comarque qui fait ça aussi, je crois, non? Ils font une soirée ou deux par an. D'ailleurs, vous avez des relations avec vos confrères là, des sites touristiques? Oui, on se côtoie. Alors c'est vrai qu'au début c'était compliqué parce qu'on est tous, si je puis dire, la tête dans le guidon au même moment. Et puis après, quand on a des moments un peu plus calmes, je pense que chacun aussi profite un peu de son temps perso, ce qui est normal. Aujourd'hui, on fait partie des sites incontournables, le nouveau club du comité départemental du tourisme. Et ça a été une grande chance parce que justement, on se retrouve régulièrement et ça nous permet de prendre du temps ensemble, d'échanger, d'apprendre à plus se connaître aussi. Sincèrement, il y a quand même une bonne entente entre les sites. Quels sont les critères de ces sites incontournables? J'ai vu effectivement ce logo qui fleurit un petit peu sur certains sites. C'est quoi les critères d'appartenance? Alors, sincèrement, c'est eux qui sont venus à nous et qui nous ont contactés. Mais c'est vrai qu'en fait, le but, c'est aussi tout ce côté des expériences.
tu vois. Alors, tu as aussi des gros sites. Tu vas retrouver des gros sites dedans parce que c'est indéniable. Ils sont là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi les locomotives du Périgord. Mais après, le but, c'est vraiment qu'on arrive à travailler ensemble, à développer la Dordogne aussi, le Périgord, par nos expériences. C'est vraiment dans ce côté développement plus qu'autre chose. Alors certes, il y a aussi une capacité au niveau de l'accueil, si tu veux. C'était aussi une des conditions. Il fallait déjà accueillir un certain nombre de clients parce que forcément, pour mettre en place plein de choses, il faut aussi avoir déjà un certain nombre de clients, pouvoir avoir un retour dessus. Donc voilà. Mais après, c'est vraiment sur notre investissement. C'est vraiment ça, le gros critère. Notre investissement pour nos clients, pour le département, pour le développement. C'est surtout ça, en fait. Ok. J'ai le sentiment, je dirais depuis le Covid, qu'il y a une nouvelle génération d'acteurs du tourisme, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire ce podcast pour les mettre en valeur, comme toi aujourd'hui. Il y a vraiment une nouvelle génération d'acteurs du tourisme. Je parlais de Comarque tout à l'heure, je parle de vous, je parle de la Madeleine, qui est certes un concurrent, mais qui est aussi aujourd'hui tenu par des gens jeunes et dynamiques. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Tu es d'accord avec ça? Il y a vraiment une jeune génération dynamique en Dordogne. Vraiment, on est sorti ça a changé d'air, je trouve. Non, c'est sûr. Et puis, t'évoques le mot concurrent, mais moi, tu vois, je l'évoque même pas comme ça. Parce que, comme je dis, chaque site a sa particularité, en fait. Donc, tu vois, même sur les sites Troglo, comme là, tu évoques la Madeleine, je veux dire, ils ont leur histoire. Nous, on a la nôtre. Donc, en fait, je dirais plus qu'on est complémentaires, finalement, parce que, tu vois, si tu vas aller voir eux, tu viens nous voir nous, t'auras pas la même histoire, même s'il y a des choses un peu similaires. Mais voilà, on a aussi notre développement qui est propre à chacun. Donc, non, c'est bien. En plus, comme tu dis, il y a, je pense, un gros renouveau et ça bouge bien, donc c'est chouette. Au niveau de la vallée, alors on parlait tout à l'heure, tu me disais les incontournables en Périgord, c'est un moyen de se retrouver et d'échanger. Ça je le ressens très très bien, effectivement, je le comprends très bien. Est-ce que en tant que site de la vallée Vézère, et on l'a dit au tout début de cet épisode, vous êtes très nombreux, châteaux, grottes, gouffres. Vous retrouvez de temps en temps, tous ensemble, pour parler, alors via peut-être l'office de tourisme de votre secteur, ou est-ce qu'il y a des moments d'échange? Alors, plus quand... hors saison, peut-être, je sais pas. Non, sincèrement, c'est très rare, ou ça dépend avec quels acteurs, si tu veux, ça dépend de la proximité aussi, si je puis dire. Oui. Effectivement, ceux qui sont plus proches, oui, ça arrive qu'on mange ensemble, ou voilà, qu'on échange plus facilement. Après, voilà, le club en question du comité départemental du tourisme, c'est aussi ça. C'est des moments on mange ensemble, tu vois, des moments, c'est pas que du travail en fait. Donc c'est chouette parce que sinon, comme je te disais, chacun est dans son boulot sinon et puis tu en sors pas et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien d'échanger, d'en apprendre plus sur les autres et même juste le côté humain, c'est hyper important. Alors pour revenir au Conquil, on est sur un modèle économique quand même assez complexe, donc on l'a dit, il y a trois entités. C'est laquelle aujourd'hui qui rapporte le plus? C'est le parc aux dinosaures. C'est le parc aux dinosaures. Ouais. Ok, c'est la plus rentable? Oui. Okay. Oui, c'est la plus rentable déjà en termes d'effectifs, j'ai envie de dire. Oui. Mais c'est aussi une clientèle familiale, très demandeuse. Et parc à thème, ça marche bien. Comment en 2026, on arrive encore à surprendre les visiteurs? Je pense que c'est très subtil en fait, c'est-à-dire qu'on revient à quelque chose quand même d'authentique, cette proximité, cette nature, vraiment ce côté authentique, et en même temps, les visiteurs attendent quand même de l'expérience, c'est-à-dire ils doivent vivre un moment. Tu n'en es plus dans je viens, je regarde, il faut vraiment vivre quelque chose. On les surprend par l'authenticité. Ouais, c'est une belle maxime. non, mais c'est le Périgord en fait, l'authenticité. Ah, mais c'est sûr. Chez nous, on a quand même un paysage qui est magnifique et je veux dire, c'est une carte postale à toutes les saisons. Donc déjà, rien que ça, ouais, c'est un vrai plus. Et
même si tu as une idée à la minute, comment on arrive à porter toujours de la nouveauté? On observe les tendances un petit peu. Quelles sont les tendances? Comment on apporte de la nouveauté? Alors, on observe, oui, et comme je te disais tout à l'heure, on est très proche de nos clients, de notre public. Donc, moi, je prends vraiment le temps d'échanger avec eux, ou après, on a des moyens, un livre d'or ou autre, où on a les commentaires des clients. Et c'est vrai que, en fait, nous, c'est tous ces commentaires-là, tous ces retours-là, qui font aussi que ça nous ouvre et ça nous permet d'avoir une vision plus large et de se dire, ok, donc là, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, tu vois, c'est plus ça, mais ça va être ça, un moment de partage, un moment de calme, de détente. Enfin, tu vois, c'est aussi ce qui fait que, ouais, on arrive à évoluer sur nos sites. Tu vois une évolution là depuis 5 ou 6 ans des attentes et des façons d'être des visiteurs? Oui. Moi, je trouve que je parlais de ce côté authentique et naturel. On y revient beaucoup. Je pense qu'on a une vie aujourd'hui qui a un rythme dingue. Et du coup, les clients ont besoin de stopper tout ça. Tu vois, vraiment un moment dans le temps où tu te poses. Alors certes, tu visites et voilà, t'es pas non plus, c'est pas de tout repos, c'est sûr, mais le fait de voilà souffler, pas se presser, tu vois, pas être dans ton train-train de tous les jours, ça, je pense qu'on y revient beaucoup. Et la proximité dont je parlais tout à l'heure, ça aussi, les gens ont besoin qu'on soit présent. Tu vois, c'est pas juste un lieu. Pour moi, ce côté où tu viens, tu échanges. Ça devient important aussi, cette compréhension aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a qui comprennent pas forcément, tu vois, la gestion ou tout ça d'un site, ou du moins, on va croire que c'est quelque chose de public alors que c'est privé, tu vois, il y a quand même donc ça permet aussi d'échanger et de faire comprendre certaines choses aussi à nos clients. Puis ces côtés immersifs, animation, tu vois, ce partage en famille, entre amis, vraiment le moment de déconnexion où tu profites, quoi. Et tu te crées du souvenir. Ça, c'est important pour moi. Partage, convivialité, authenticité. Aujourd'hui, bien sûr, on parle énormément d'environnement. On y vient un petit peu, on en a déjà tout à l'heure un petit peu évoqué certains aspects, circuits courts, les produits locaux, etc. Je pense pas, le Conquille, comme tout le Périgord, est un environnement fragile. Comment vous travaillez cette partie environnementale? Comme on le disait avec Quentin l'autre jour, sans tomber dans l'affichage greenwashing, etc., qui va bien. Quelles sont les choses, je dirais, authentiques que vous faites à ce niveau-là? J'ai vu que vous aviez des labels là aussi, il me semble, non? Alors, la Vallée Vézère est labellisée aujourd'hui. Patrimoine mondial déjà, de toute façon. Ouais. Donc déjà, il y a tout cet aspect-là. Tu vois, on parlait d'affichage tout à l'heure. Enfin voilà, en Vallée Vézère, tout ça, c'est plus possible. Nous concernant, on a du coup une grande forêt. Ouais. Donc notre rôle, c'est de la préserver. Les éléments climatiques font que ça devient aussi compliqué. Tu vois, tu vas avoir des vents très forts aujourd'hui, des grosses pluies, tout ça. Donc nous, c'est aussi essayer de faire en sorte de bien l'entretenir pour qu'elle soit préservée. Tu vois, c'est Vous ressentez des changements sur le climat, vraiment, au Conquille? Ah oui. C'est concret? Ouais. Tu vois, avant, on faisait cet entretien sur l'hiver, ça suffisait pour toute la saison. Okay. Aujourd'hui, c'est un travail constant, c'est-à-dire qu'on a toujours les yeux en l'air. Ou par terre, parce qu'il y a aussi, tu vois, les déracinements, etc. Mais voilà, je pense au niveau des falaises, nous, c'est quelque chose qu'on fait toute l'année, à voir s'il n'y a pas par les infiltrations et les changements chaleur, froid, etc., des écailles sur la roche ou des choses comme ça, tu vois, qui pourraient être même dangereuses, on va pas se mentir. Hein. Donc ça, c'est un vrai travail constant. Et ouais, du coup, c'est pour ça que nous, on se doit de préserver la forêt. Ça passe par le nettoyage. On a déjà entendu les arbres coupés, mais en fait, c'est important. C'est important parce que si t'as un arbre qui est en mauvaise santé et que tu le laisses comme ça, tu vois, admettons, s'il tombe, il t'en emmène 4 ou 5, tu vois. Donc voilà, il y a un gros travail. Et d'autant plus qu'on a une faune qui est très très présente, puisque les falaises sont encore habitées. Hein. Du coup, voilà, c'est ça aussi notre travail aujourd'hui, c'est de préserver et la nature, que ce soit concernant les arbres, les végétaux, etc., et toute la faune présente sur le site.
Est-ce qu'il y a une limite au nombre de visiteurs que vous appréhendez On parle beaucoup aujourd'hui de surtourisme. Est-ce que la vallée de la Vézère est concernée par le surtourisme ? Aujourd'hui, je pense pas. Je pense pas que la vallée Vézère soit concernée par ce surtourisme, mais faut quand même y faire attention. Moi, je sais que on n'est pas un gros site encore. Je veux dire, on a encore des capacités, mais j'irai pas dans ce surtourisme. Pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que c'est pas cool quand tu fais une visite d'avoir plein de monde autour de toi. Enfin, que 45 minutes avant de rentrer. Franchement, faut que ça reste quand même un moment, comme je disais tout à l'heure, où tu profites, où tu te détends. Si t'es encore dans cette cohue tout le temps, enfin, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et puis voilà, on a. Comme tu disais, la vallée Vézère, c'est quand même un endroit qui est chouette et je pense qu'il faut la préserver de ce côté-là aussi. Le cliché surtourisme, on peut peut-être pas appeler ça du surtourisme un peu choquant, c'est l'image que j'ai, moi, parfois, en plein mois d'août, de la Dordogne à la Roque-Gajac avec 300 canoës, 3 gabarres au milieu et les canoës qui se touchent quasiment parce qu'il y a presque plus d'eau. Ouais. Voilà, c'est par exemple des images qui, sont pas choquantes, il faut pas exagérer, mais qui questionnent un petit peu parfois quand même. Non, c'est vrai. En vallée Vézère, on n'en est pas encore là. Hein. Je trouve que la vallée Vézère, on le disait au tout début de l'épisode, a vraiment une authenticité exceptionnelle. Ouais, non, c'est vrai. On parlait de comment attirer et étonner toujours les nouveaux visiteurs et les visiteurs qui vont venir pour la première fois, voire revenir, même pourquoi pas. Hein. J'aimerais qu'on parle un petit peu là j'ai lu un petit peu ce que vous faisiez à ce niveau-là, des démarches que vous faites régulièrement de fouilles, parce que et vous avez même dit que c'était un honneur que vous rendiez à la personne qui a découvert ce site, que tu surnommes Jeannot Estardier. C'est ça, Jeannot Estardier. Qu'aujourd'hui, c'est un honneur de faire ces fouilles. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces fouilles, où elles en sont, ce qu'elles donnent, quels sont vos projets ? Parce que je suppose que si on découvre de nouvelles parties du site, il y aura peut-être de nouvelles parties du site à présenter au public. Bien sûr, c'est le but aussi. Donc déjà, les fouilles, il faut savoir que c'était donc un des projets que moi j'avais en tête depuis le début. Donc ça me tenait vraiment à cœur. Tu parlais de ce fameux papy Jeannot dont je parle souvent. Donc c'est l'ancien propriétaire des terres du Conquil. C'est lui qui a commencé, si je puis dire, à vouloir chercher un petit peu son Lascaux, puisque la découverte de Lascaux, on va pas se mentir, en vallée Vézère, exactement, tout le monde s'est dit pourquoi pas moi. Donc voilà, c'était un personnage vraiment, et il avait du coup la boîte de travaux publics et des moyens assez drastiques, on va dire, de recherche. C'était pas au pinceau, quoi. C'était pas au pinceau. Voilà, et du coup, c'est vrai qu'après, je disais, sa famille l'a gardé très peu de temps en gestion par rapport aux autres entreprises. Ça a beaucoup changé de propriétaire. Et nous, on était très proches de lui. Et c'est vrai que c'était un de ses plus grands regrets, c'est ce qu'il m'avait dit, que personne n'ait poussé la recherche sur ce site. Et je lui avais promis qu'on le ferait. Et du coup, on a eu nos premières fouilles en 2022, de mémoire. Donc, on était super fiers. Oui, donc c'est très récent. Oui, c'est très récent. Parce que il y a eu le Covid en plus entre-temps qui là aussi nous a mis un peu des bâtons dans les roues. Mais voilà, 2022, première fouille. On a fait passer des archéologues, donc c'est une boîte privée. Donc pour tout te dire, là encore, si tu veux, les entrées du Conquil couvrent à peine les frais. Alors j'allais te poser la question, mais tu y réponds. Ça marche comment ? Alors là, je suis totalement candide. On paye pour faire des fouilles ? On paye. Donc c'est nous qui investissons dans ces recherches. Ok, intéressant. C'est un gros coût financier. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, heureusement qu'on a ces 3 sites différents parce que ça nous aide aussi de ce côté-là. Et du coup, en 2022, on fait la première campagne de fouilles. Donc, les archéologues décident de s'attarder sur une vasque creusée dans le sol, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qui pose question. Du coup, ils nous disent ça serait bien qu'on commence par là. Donc, allons-y, on commence autour de cette vasque. Donc, on parle de campagne de fouilles d'1 semaine, hein, parce que comme je dis, c'est des très très gros budgets. Mmh. 1 semaine, ça passe très vite. Trop vite. Première campagne de fouille, un petit peu de déception parce qu'on ne trouve pas grand-chose. On n'a pas de réponse. En parallèle, se lancent des recherches historiques aussi. En sachant que les recherches historiques, tu pars du présent et tu remontes dans le passé. Donc, c'est pareil.
pas trop de réponses de ce côté-là. C'est combien de personnes là, qui viennent sur une campagne ? Alors, la première campagne, on avait 4 archéos, dont 2 étudiantes et une historienne, donc en parallèle. On a lancé une deuxième campagne de fouilles, donc là, très récemment, puisque c'était l'hiver 2025. Donc il n'y a pas longtemps, tu vois. Donc l'hiver dernier. Donc l'hiver d'avant. L'hiver d'avant. Et du coup, là, on a décidé de continuer parce qu'on était quand même très frustrés, on va pas se mentir, de pas avoir de réponse. Donc on continue là où on est, autour de cette fameuse vasque taillée dans le sol. Donc on écarte vraiment les recherches, c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment beaucoup plus grand. Il y a un canal en fait à la sortie, donc on se dit on va aussi chercher de ce côté-là. Surtout que dans les recherches historiques, donc comme tout à l'heure je te disais, on se rend compte qu'il y a eu des vignes au Conquille, donc pourquoi pas un pressoir à vin. Là, on arrive à voir que ce canal en fait sert à faire écouler quelque chose, mais qui n'est pas récolté, puisque ça s'écoule dans le talus, il n'y a rien d'autre en dessous. Donc le pressoir à vin est écarté. On a trouvé beaucoup de poteries, on a trouvé des os d'animaux, de la nourriture. Voilà, il y a quand même des choses qui sont parties à analyse. Mais grande question, on a quand même une vingtaine d'archéos qui passent sur le site parce que forcément ça fait parler. Alors j'allais te dire, excuse-moi, là je te coupe, mais c'est pour la bonne cause. Demain, une équipe trouve un truc incroyable sur le site. Là vous payez plus, là ils veulent tous venir, non ? Je ne sais pas. Comment ça marche ? Alors c'est assez compliqué là pour l'instant. C'est nous qui payons à chaque fois parce qu'on est un site privé. Donc en fait, en gros, c'est toi qui veux poursuivre ou pas aussi. Hein. Donc oui, là on a une vingtaine d'archéos qui viennent pour donner aussi leur avis, mais aussi faire marcher leur réseau parce que clairement, on est encore sur 10 000 questions autour de cette vasque, l'emplacement. En plus, faut savoir, comme je disais tout à l'heure, les troglodytes ont évolué à travers les époques. Oui. Donc on a eu à la fin une carrière qui a détruit beaucoup de marques du passé, donc ça aide pas non plus. Et du coup, on a décidé de relancer une 3e campagne de fouilles. On n'arrive pas à s'arrêter tant qu'on n'a pas de réponse. Et là, on est vraiment content parce que on passe sur un projet qui est plus conséquent. On part sur un projet de recherche globale. Donc, on poursuit quand même, on recommence sur cette fameuse vasque, mais on va aller sur les étages supérieurs. Puisqu'il y a quand même une hypothèse qui est sortie, c'est une ancienne glacière du Moyen-Âge, donc où on stocke en fait de la glace récoltée en hiver. Tu viens la mettre dans un gros silo en fait taillé dans la roche pour imager un petit peu parce que c'est compliqué comme ça de se rendre compte. Mais voilà, ça c'est accessible plus à la classe de la noblesse à l'époque, puisque ça va servir pour la médecine ou des choses comme ça. Du coup voilà, on va lancer cette 3e campagne de fouilles et là on va être sur non pas une semaine mais sur un mois de recherche, puisqu'on rentre vraiment dans une étude des troglodytes. Donc là on est hyper fiers de faire partie de ce projet, puisqu'on va essayer de comprendre l'utilité des troglodytes, donc déjà du Conquille en premier lieu, savoir si tout a servi en même temps, si tu vois une partie a servi à une époque, une autre à une autre époque, mais aussi vraiment toute une étude finalement de la vallée Vézère. Donc il y aura certainement des publications de recherche sur les sites troglodytiques. Super intéressant, mais juste pour comprendre, alors il y a un intérêt patrimonial, il y a un intérêt culturel, il y a un intérêt, je dirais aussi personnel par rapport à votre site. C'est vous qui financez, puisque vous êtes un site privé. Est-ce qu'il y a des retombées pour vous, pour le site? Comment vous les quantifiez en termes de, bien sûr, là on va parler de tourisme dans les années qui suivent. Comment vous communiquez là-dessus? Alors on communique dessus et je compte le faire encore plus, puisque là en fait ce qui va être bien, c'est que ça sera sur une période d'ouverture du site. Donc c'est quelque chose que tu vois pas partout. Enfin, je veux dire, dans les coins il y a pas beaucoup de sites qui ont des fouilles en cours. L'avantage, c'est que nos clients vont pouvoir venir visiter le site du Conquille, mais aussi voir les recherches en cours, interagir avec les archéos aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. On va pouvoir aussi en faire profiter les écoles des alentours, vraiment comprendre ce que c'est que l'archéologie, la recherche. Je sais qu'il étudie aussi en primaire au niveau des programmes scolaires, mais ça permet d'avoir quelque chose de concret. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect de transmission qui est vraiment super dans ce projet. Et je sens que ça te tient vraiment énormément à cœur. Moi, ça me tient à cœur. C'est vraiment transmettre et faire comprendre l'utilité de ce site et des autres sites finalement, puisque les troglodytes, il y en a plein le long de la vallée. Ouais, pour moi, c'est très très important. Donc on est d'accord, ça va très très au-delà de la démarche commerciale. Il y a une partie quand même un peu altruiste aussi au niveau culturel et.
Ouais. Et les autres sites, alors sans parler de comparaison ou autre, hein, les autres sites troglodytiques en Dordogne ont également des démarches actives de recherche comme ça, où ils sont arrivés à maturité Pas que je sache, on en a parlé avec plusieurs sites. Ils ont eu des recherches, mais c'est vrai qu'à l'époque, on cherchait plus le côté, et uniquement, je dirais même préhistoire. Donc c'est vrai que les bas des falaises ont été fouillées pour certaines. Alors nous, c'est aussi notre grande particularité, c'est qu'on est un des sites qui est encore préservé et beaucoup enfoui. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais c'est aussi ça qui est chouette, Oui. parce que du coup il n'y a pas eu de pillage ou autre qu'on a pu voir à certaines époques dans la vallée Vézère. Mais on échange sur tout ça. On échange sur tout ça parce que, comme je disais aussi, chaque site a sa particularité. Donc, pour la compréhension globale, c'est quand même important. Donc, ils sont tous, du moins ceux de proximité, au courant de nos démarches et de là où on veut aller. Mais voilà, eux, de mémoire, il n'y a pas de fouille prévue. Après toutes ces années, c'est quoi, Annabelle, ta plus grande fierté depuis que tu as repris le Conquil ? Alors déjà, d'avoir réussi à tenir et développer ce site, de continuer. Ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi et pour nous, parce que c'était un gros investissement et comme je dis, je pense qu'on a montré que finalement, on est capable et qu'on a réussi. Et puis, ce côté, voilà, de pouvoir amener, si tu veux, des moments où les clients vont générer des souvenirs. Tu vois, moi, c'est important. On est parents de 2 petites filles. Et j'aime créer des choses qui font que tu vas te créer des souvenirs pour plus tard et te dire « Ah, tu te rappelles ce moment-là qu'on avait passé ensemble ?» Voilà. On en a parlé déjà tout à l'heure au niveau notamment financier, mais tu as un souvenir d'un moment d'un des plus difficiles que vous ayez eu dans cette histoire quand même assez récente finalement quand même, parce que vous n'êtes pas bien vieux tous les deux, du Conquil. Il y a vraiment un moment difficile qui vous a marqué? Du coup, au niveau financier, ouais, c'était la période... Au niveau financier, ouais. Oui, avec cette période du Covid où tu étais dans un moment où tu n'avais plus de boulot, tu ne pouvais plus exercer. Du coup, tu as 0 retombée. Enfin, tu vois, tu te dis, mon Dieu, tu vas tout couler, quoi, en fait. Tu vois. Donc, ouais, c'était un moment compliqué. Même psychologiquement, tu vois. C'était lourd. Tu parlais à la Annabelle d'il y a une dizaine d'années. Tu referais tout pareil ou pas? Peut-être pas tout, mais ouais, pour une grande partie, sincèrement, je pense qu'on... Pas de regret? Non, aucun regret. On parle 2 minutes du tourisme en Périgord. Quelle est ta vision? Parce que là, c'est super intéressant. On est au cœur du Périgord, vallée Vézère. Tu es périgordine, moi oui. aussi d'ailleurs. Quelle est ta vision aujourd'hui du tourisme en Périgord là, à l'aube de cette nouvelle saison qui démarre en 2026? Un tourisme de proximité, un tourisme... comme je disais, subtil quand même, c'est-à-dire entre le tourisme authentique et vrai, mais aussi le côté expérience, immersion. Tu as des inquiétudes ou pas sur l'évolution, à la fois économique, avec tout ce qui se passe, comment tu vois les choses là pour cette année là, c'est quoi ta vision? Non, alors j'aime pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est vrai que j'attends toujours la fin. On verra après, comme disait Quentin, la saison. Non, mais en plus on est très dépendant nous du climat, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc c'est difficile de dire. Je pense qu'on va faire une excellente saison, je l'espère, mais c'est difficile de ce côté-là parce qu'il suffit que tu aies une semaine de pluie, tu vois, sur un été par exemple, ça peut être compliqué. Après, je me dis que voilà, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, j'ai envie de penser que ça nous sera quand même bénéfique et que tu vois les locaux du moins les gens resteront plus chez nous et profiteront plus de ce qu'ils ont aux alentours que d'aller très loin. C'est vrai que souvent les grandes crises internationales ont tendance à favoriser le tourisme régional. C'est vrai que c'est une tendance, vraiment. Après, je suis d'accord avec toi, on ne pourra le dire que quand la saison sera faite, parce qu'il y a pas mal d'aléas qui peuvent avoir des conséquences. Si tu devais convaincre quelqu'un en 30 secondes de venir au Conquil, tu dirais quoi? Que si vous cherchez un lieu où on aime recevoir, un lieu où il y a plein de choses à découvrir, et vous êtes au bon endroit. Une vraie carte postale et un vrai lieu ressourçant. Alors, moi, je vais parler maintenant à l'Annabelle touriste.
Est-ce que tu aurais des endroits à nous donner aux Périgourdins qui vont nous écouter ou aux touristes qui vont peut-être aussi nous écouter, qui viendront en Périgord, des endroits sympas à visiter, qui sortent un peu éventuellement des sentiers battus, bien sûr, un village, un lieu, un endroit géographique, en Périgord, bien sûr, dans un premier temps. C'est compliqué. Cette question est compliquée parce que c'est vrai que... Il y a bien des endroits que vous aimez pour vous évader, Baptiste et toi. Alors, je t'avoue qu'on passe les 3/4 du temps à Saint-Léon-sur-Vézère. Non, mais même le village, on adore. On a quand même des sentiers le long de la Vézère qui sont super. Tu vas un peu plus loin aux Aisy, c'est pareil, tu as des chemins de randonnée top. Après, pour sortir un peu du Périgord noir aussi, parce que la Dordogne, c'est pas que ça aussi, il faut le dire. Moi, j'aime bien le côté aussi Brantôme, tu vois, tout ce côté un peu très vert et très nature, justement. Vous voyagez un peu? Vous sortez du Conquil et du Périgord ou pas du tout? Ça nous arrive. Okay. Pas beaucoup de vacances, mais ça nous arrive. Là, pareil, pas un endroit que vous recommandez? Alors, on est dans un podcast tourisme, donc on peut... Si je reste en France, moi, j'ai un gros coup de cœur pour Saint-Jean-de-Luz. Okay. J'adore aller là-bas. Okay. Donc voilà, j'ai ma famille aussi. Donc, Ah, tu as des origines Oui, okay. J'ai des cousins là-bas et c'est un lieu que j'adore, qui me repose énormément. C'est de là que vient le tempérament, je suis sûr aussi. Je sais pas. Je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie. C'était vraiment, enfin moi j'ai trouvé ça super intéressant, donc j'espère que ça sera la même chose pour les personnes qui nous écouteront. Tu as un mot de fin éventuellement à donner, quelque chose à dire qu'on aurait oublié? Déjà, merci à toi, c'était très agréable aussi. Je suis ravie d'avoir pu évoquer tout ça et je serais ravie de parler en direct avec d'éventuels futurs clients, faut surtout pas hésiter. Merci Annabelle. Bonne saison au Conquil. Merci. Et à très vite sur place. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous invite, si vous l'avez apprécié, à le partager à vos amis. Je vous propose également de vous abonner sur les plateformes Spotify, Apple, Deezer et de nous laisser un commentaire afin que nous remontions dans l'algorithme. À très vite dans les voies du tourisme.